Aujourd'hui, on se fait une petite escapade entre Saumurois et Anjou et vous verrez, il y a des tas de choses à voir et à faire, comme chiner à Montsoreau, jouer à cache-cache à Angers ou faire une petite cure de jouvence à Saumur avant de se requinquer à Savenières. Allez, je vous emmène en balade dans le Maine-et-Loire. À Montsoreau, je retrouve Claude, le placier des puces. Vous verrez qu'il vaut mieux ne pas trop l'agacer de bon matin. Oh bah des fois c'est chaud bouillant, hein. C'est costaud même. À Angers, on visitera la ville avec Jackie, une adepte du géocaching. Moi je vois que des trucs qui ressemblent à tout sauf à des gens. Ambiance sportive mais rétro pendant l'Anjou Vélo Vintage à Saumur. Bon d'accord, on m'a un peu aidé. Après l'effort, le réconfort dans les vignes de Savenières en compagnie de Tessa Laroche et ses vins très féminins. C'est tout nous ça, non? Ah, tout à fait. Finesse, élégance. Ah, c'est tout à fait moi. Tout amateur de brocante le sait, les affaires se font tôt le matin. À Montsoreau, on démarre donc dès 6h30 avec l'arrivée des premiers marchands. On les reconnaît souvent à leur camionnette chargée à bloc. Montsoreau a cette particularité qu'ici, les emplacements sont tirés au sort. Allez hop, mais il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. C'est Claude, le placier, qui s'en occupe. Et un par personne, hein. Et c'est pas une mince affaire. Celui qui en prend deux, c'est pas la peine. Hein. Toujours un bol. Vous savez quoi 39. Bah, je crois que moi j'avais le 22. Non, moi je suis toujours dans les numéros 1. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe là, Claude, alors? Là, bah, chacun regarde l'horreur de placement. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la corbeille? Bah, des numéros. C'est des petits tickets avec des numéros. Si je tirais celui-ci, par exemple, voilà. 38. Ouh là là, ah, c'est pas bien? Ah bah, c'est pas terrible, non? C'est pas un numéro gagnant? Bah, non? 38. Oh bah si, je peux... Oh bah, elle a 39. Bah, je vous donne le mien. Tiens, vous gagnez une place. Je le rends. Qui a le numéro 1? Personne, 2. C'est moi, le numéro 1. C'est toi qui as le numéro 1 en plus. Bravo. Toi, t'es gâté, toi, mon gars. Hein. Donc, vous allez être le premier à être placé? Voilà. Vous êtes chanceux dans la vie? Je ne me plains pas, ça va. Ah ouais? Ah bah, je vais rester avec vous alors, si je dois faire des affaires. Je vous porte bonheur. Prends celle-là. Ah bah, de toute façon. Alors après, 3, 4, 5. Bon bah t'attends, on se retrouve là au bout là-bas. T'as 5 toi, hein? Oui. 6. Oui. De là jusqu'à l'autre très blanc là-bas. D'accord. Tu... T'essayes de faire vinaigre? Ah bah mais mets ton camion là, pourquoi t'as pas mis ton camion là? Ah oui mais la dame elle va attendre pour déballer maintenant. Vous êtes contente? C'est un bon emplacement? Oui, c'est bien. J'essaie de l'avoir à chaque fois. C'est vrai? Et c'est le combien? Le 20. Bah non, c'est parce que j'ai le numéro 20, c'est pas, oui, pas le mais c'est numéro 20. d'accord. Et pourquoi il est bien cet emplacement? Parce que j'ai l'habitude d'être là, mes clients me retrouvent là, donc c'est bien. Ah, voilà. donc vous êtes plutôt chanceuse alors? Il y a le mur, donc on peut mettre des choses le long du mur, c'est stratégique. Et là ça commence, là c'est le moment où ça déballe. Ça là, va commencer, là, on va donc, chercher nos véhicules, voilà. puis on peut pas laisser les véhicules. Donc là vous avez plus trop le temps. Je me dépêche. Qu'est-ce qui se passe, Claude, là? Bah là, je suis prêt à chercher de la place, là. Ah, il y a des brocanteurs bah oui. antiquaires qui n'ont pas leur place? Ceux qui attendent, qui n'ont pas de place. Bah, ils ont tiré des numéros, non? Oui, mais c'est pas une place garantie. Hein. Quand vous avez vendu plus de numéros que vous aviez de place? Bah c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais bon, dans l'ensemble, on essaye de se débrouiller pour arriver à mettre tout le monde quand même. C'est pas toujours calme, hein? Non. Oh, bah, des fois, c'est chaud bouillant. Hein. C'est costaud, même. Il faut garder son calme. Ça s'arrange tout seul, normalement. Les énervés se calment. S'ils se calment pas, bah, ils montent dans la voiture puis ils s'en vont. C'est arrivé, ça? C'est arrivé, oui. Parce qu'à la fin, ça gonfle. Hein. Vous, ça fait combien de temps? 23 ans. Et les puces, ça fait 25 ans. Donc, moi, je suis arrivé après. 23 ans que vous les placez? Oui. Alors, j'en ai vu hein, des brocanteurs. Hein. C'est quoi la particularité de cette brocante-là? C'est qu'il y a de la belle marchandise surtout. Hein, et puis, bon, ici, on n'accepte pas les copies. Celui qui a des copies, soit qu'il les remballe ou soit il dégage.
café? Merci. Ah ben, c'est l'heure du café normalement. Bonjour. Bonjour. Pour certains, mais il est 9h moins 5. Il y a plusieurs catégories de personnes. Hein. Visiblement, vous êtes plutôt catégorie du midi, vous. Mais du midi à 9h. Du midi à oui, on fait un petit encart. Non. On fait un petit un amuse-bouche. Remarquez, ça a l'air bon. Mais c'est surtout très bon. Vous faites quoi? Vous êtes brocanteur? Non, on est poissonnier. Ah. Le poisson, on le laisse pour le soir. Maintenant, c'est un petit déjeuner léger. Midi, normalement, pour maintenir la forme. Pour garder la ligne, hein. C'est ça. Pour un poissonnier, la ligne, c'est bien aussi. Hein. C'est pas faux. Bah, vous m'en voudrez pas, moi, je vais plutôt prendre un café. Hein? Je vais boire mon petit café. Non, vous avez rien sans truc. Cap au nord, je quitte les bords de Loire et les puces de Montsoreau pour retrouver la Maine à Angers. Qui mieux qu'une guide conférencière pour nous raconter une ville? Jackie connaît bien Angers. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à ce qu'une amie lui fasse découvrir cette chasse au trésor du XXIe siècle. Elle repense alors la manière de dévoiler sa ville à travers son métier. Alors, il y a un peu plus d'1 an, j'ai découvert le géocaching. Au début, ça m'a semblé tout à fait étrange. Et assez vite, eh bien, j'ai été séduite par l'aspect ludique du jeu. Et puis ce que l'on découvre, car le géocaching c'est une chose, mais il y a tout ce qui est derrière. Et comme guide professionnel, j'aime beaucoup la présentation des caches, par exemple. Et surtout, ça m'a permis de découvrir des lieux d'Angers que je ne connaissais pas. Je vous le disais. Du coup, Angers-Loire Métropole propose désormais des feuilles de route et prête même des tablettes numériques pour un parcours découverte à travers la ville. Oui, là, c'est ça. Des maisons qui sont un peu plus tardives que... Un excellent moyen de s'instruire en s'amusant. Alors, c'est la rue Jean de Lépine. Le nom de... J'en profite pour rejoindre moi aussi le petit groupe du jour et jouer à la géocatcheuse. Bon, je vous préviens, hein, c'est pas gagné. Ici, il va falloir qu'on observe la façade du côté de la rue Montaut et qu'on compte le nombre d'anges représentés au niveau des sculptures. Moi, je vois que des trucs qui ressemblent à tout sauf à des anges. Ah, c'est une maison de la fin. Pour résoudre les énigmes, eh bien, vous allez être contraint, entre guillemets, d'observer une façade, d'observer une date, peut-être un personnage particulier. Enfin, c'est tout un cheminement qui vous amène à enfin découvrir cette cache, mais après peut-être 2 heures de découverte de la ville. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors soufflez-moi la réponse. Il y en a 3. Mais oui, bien sûr. Mais regardez, alors ils sont où d'ailleurs? Sur le côté, là. Là? Ok, là je les ai repérés. Et ceux-là, 2 et 3. Donc, on a évidemment dans cette rue encore des maisons à pont de bois, dont cette-ci, qui est datée des années... C'est un bon moyen pour amener le public, les touristes, à s'approprier une ville. Hein. Oui, non seulement amener le public à s'approprier la ville, à la découvrir différemment, j'ai envie de dire, mais également intéresser les Angevins, faire que la ville, leur ville, ne soit pas vue tout à fait de la même manière, ou par le petit bout de la lorgnette, enfin, différemment en tout cas. Allez, on s'éloigne un peu d'Angers pour mieux revenir. Direction Béhuard, en compagnie de Gérard Bossé, chef étoilé tellement amoureux de son île qu'il en a fait un resto citadin. Les Tonnelles, c'est le tout premier restaurant de Gérard, celui qui lui a valu sa première étoile au Michelin, un lieu magique situé en plein cœur de l'île de Béhuard. Moi, je venais à Béhuard étant plus jeune, et quand j'ai revu cette tonnelle, immédiatement, je me suis dit, ben oui, c'est ça, je veux en faire quelque chose. Catherine a été un petit peu plus circonspecte parce qu'on est en zone inondable. Donc c'est vrai que ça, certains hivers, ça suppose de naviguer en bateau, donc de ne pas avoir de clients, donc des contraintes un petit peu particulières. Catherine, c'est elle, sa femme, sa partenaire professionnelle aussi, depuis plus de 25 ans.
Ah, t'as préparé un petit bouquet champêtre? Oui, je vais d'arranger ça un petit peu. Ils doivent arriver vers 18h30, donc on va leur mettre une petite bouteille. C'est ensemble qu'ils ont décidé il y a 2 ans d'ouvrir un autre restaurant à Angers et d'offrir une seconde vie au Tonnelle en le transformant en gîte. Ah, faut pas quitter Bébar, ça c'est clair. Il y a une atmosphère et une qualité de vie très particulière dans cet endroit. C'est pour ça que je vais y rester. Laissons Catherine accueillir ses hôtes où ils n'auront bientôt plus rien à boire. D'ailleurs, Gérard a un rendez-vous autrement plus important avec son pote Alex, son fournisseur de poissons. Comment il va? Car dans sa nouvelle aventure angevine, Gérard n'a pas oublié l'une de ses missions, faire découvrir les poissons de Loire. Quand on a vécu 23 ans à Bévar et qu'on y revient tous les week-ends, la Loire, ça s'oublie pas quand même. Dans cette parenthèse importante angevine, la Loire, l'activité autour de la Loire, mes relations avec les gens qui font la Loire sont capitales. C'est lui le premier servi. Un petit peu un vieux couple de Loire maintenant. Presque. Presque. À Angers, dans la cuisine de Gérard, tout le monde travaille en silence. Un sérieux qui lui a valu de récupérer son étoile 1 an seulement après l'ouverture de ce nouveau restaurant. Une aventure en forme de challenge. Devenir urbain, dans un cadre très urbain, et avec un intérieur qui n'est plus typé de terroir, on va dire. Parce que ce mot de terroir est tellement galvaudé que moi, ça ne m'intéresse plus beaucoup d'être identifié comme ça. Moi, je fais ce que j'aime manger. J'ai tout le temps fait ça. Je me fais très attention à ne pas me laisser influencer par les modes. Enfin, je me tiens un peu à l'écart parce que je fais la cuisine que j'aimerais avoir dans mon assiette. Étoilés Michelin, des anguilles, a priori, ça ne rentre pas dans les codes du produit noble. Et moi, je dis c'est un produit noble. Il n'y a pas de produit noble ou pas noble. Il y a des très bons produits et bien cuisinés ou pas. Et c'est parti, ce spécialiste étoilé propose 2 façons de cuisiner les anguilles. Une première, sautée dans le beurre et agrémentée d'une légère persillade. Et l'autre, découpée en filets, cuite au four, puis déglacée aux savenières. Cette recette-là est un peu différente, un petit peu moins rustique, donc on arrive un petit peu plus à convaincre les gens d'essayer, de tenter, de goûter. Et vous préférez laquelle? J'adore les deux. J'adore les deux parce que c'est 2 sensations, 2 textures. Quand vous vous promenez l'été sur les grèves, quand la Loire est vraiment basse, on a cette petite odeur que moi j'adore, de rivière. Je retrouve ça, je retrouve cette atmosphère-là. Alors, quelle est la part du réel, quelle est la part d'autosuggestion, voilà, mais enfin, moi ça me correspond. Et goûter, c'est bon. Chaque année, en juin, Saumur accueille des milliers d'amateurs de vélo et de vintage. Le clou de l'événement, ce sont les randonnées. Il y en a pour tout le monde et de différentes longueurs. Toutes remportent un énorme succès. Première étape. J'ai choisi la plus facile, évidemment, 40 km. Ah oui, quand même. L'Anatole Guibol, c'est son nom. En avant pour les préparatifs, première étape, retrouver mon biclou, ma bécane, mon allonge, gambette, bref, ma machine, quoi. Deuxième étape, grimper dessus. Et troisième étape, faire 40 km. Hein. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Non mais dans les côtes, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'accrocher comme ça. Ouais. Non, moi je trouve que c'est une bonne idée, non? Allez-y, on n'a qu'à essayer pour voir. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis Paulette. Du coup, je vous ai dépassé, hein? On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Mais celle-ci, elle est raide et elle est longue surtout. Ouais, mais ça va le faire, hein. C'est beau. 1500 participants s'emparent de cette randonnée qui nous fait revivre entre pique-nique et balade dans les vignes, un dimanche comme à la campagne.
Yeah. À l'Anjou Vélo Vintage, tout est fait pour que chacun puisse plonger dans l'ambiance rétro de l'événement. Des vélos à disposition, des stands de fripes rétro et même des cours de danse. Guillaume est venu de Tours pour donner quelques cours de Lindy Hop, une danse d'origine américaine des années 1920-1930. Lindy Hop, c'est un mot qu'on ne connaissait pas. Quand ce mouvement de jazz, de swing s'est développé dans les années 30, il y a eu justement des premiers reportages et des premiers journalistes qui ont commencé à s'intéresser à la chose. Et puis il y a eu un illustre danseur de l'époque qui a été interviewé. On lui a demandé mais c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Et il a répondu un peu du tac au tac, Lindy Hop man, Lindy Hop. Parce qu'en fait dans les titres de journaux, à la une des journaux dans cette période-là, il y avait eu de titré Lindy Hops the Atlantic. Charles Lindbergh, qui était surnommé Lindy, Hops the Atlantic, il avait traversé l'Atlantique, c'était la première traversée de l'Atlantique en avion en fait, qui a été vraiment un événement. Ce mouvement swing dans les années 30-40, le nom de ces danses et le nom des mouvements qu'on pouvait trouver dans les danses, c'est souvent des prétextes en fait, c'est souvent des choses un peu burlesques. Il y a un vrai prétexte sur la danse, ce qu'on appelle la danse sociale, de danser ensemble, en couple, et que l'aspect danse sociale, c'est-à-dire on ne danse pas qu'avec son partenaire qu'on connaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 1, 2, croisez, boum, croisez. On danse avec tout le monde dans la salle, et du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors du coup, c'est pas du tout la recherche de la performance, mais c'est plutôt la recherche de l'amusement. Voilà. Du coup, on est trois à ce moment-là. On est un cavalier, une cavalière et la musique. Les gens, au bout de 3-4 cours, alors pas tous les gens, mais en tout cas ceux qui vont être le moins timides, 2-3 cours même, je dirais, ils peuvent déjà venir dans les soirées et s'amuser. Guillaume, pourquoi vous avez croché dedans, vous? J'aimais bien danser en boîte avec mes copains. Ouais. Et puis je suis tombé là-dessus par hasard, une amie qui m'a emmené dans un cours de danse. Alors j'ai essayé, il y avait de la salsa, il y avait du swing, il y avait plein de choses. Et puis vraiment le reste m'a pas trop parlé et c'est vraiment la musique avant tout en fait. Hein. Si on a la sensibilité de la musique, de cette musique-là en tout cas, voilà, c'est ça qu'on va choisir. Moi c'est ça. Voilà, j'écoutais pas des tonnes de jazz, mais j'en écoutais déjà et j'aimais bien et c'est ça qui m'a parlé, cette joie, cette musique qui m'a vraiment plu. Ouais. Bah ça se voit, hein, quand vous dansez, vous kiffez grave. Hein. Ah ouais, bah carrément. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Qui n'a jamais rêvé un jour de pouvoir voler comme un oiseau et de se sentir pousser des ailes? Réaliser ce rêve d'enfant est devenu possible avec le paramoteur. Cet aéronef est le plus sûr et peut-être le moins connu pour s'élever au-dessus de Saumur et suivre les méandres du fleuve Royal. Là actuellement on est à 130 mètres. Je pourrais même couper les gaz complètement. Ça modifie un petit peu l'assiette et ça nous fait bouger un petit peu, mais ce n'est rien du tout. La grosse difficulté du paramoteur, c'est d'amener l'aile très propre au-dessus de la tête. Le vent est toujours globalement dans la même direction. Voilà. Et on va se faire une approche tranquillement, et voilà. On a des variations de vent. C'est lié à l'ensoleillement. Le soleil chauffe le sol et ça fait comme le fond d'une casserole en ébullition. On a des bulles d'air chaud au final qui se décollent du sol et c'est ça qui donne cette variation de force et un petit peu de direction aussi en journée comme ça. Et c'est vrai qu'au-dessus de la Loire, on se fait en général un petit peu secouer parce que l'air chaud glisse sur les champs en bord de Loire et quand ça rencontre cette barrière froide, ça fait une zone de rupture, de déclenchement et ça a tendance plutôt à remuer un petit peu la verticale Loire. Le parapente et le paramoteur, c'est des pratiques qui ont une image un peu de sport à risque. Moi au départ, j'étais vraiment très hermétique à rentrer sur le paramoteur, le bruit, l'aspect mécanique. Et puis au départ, je voulais faire de la photo en l'air et c'est un peu ce qui m'a fait entrer dans l'activité. Chaque vol est différent, chaque vol on découvre entre le ciel et l'eau, c'est vraiment un jeu.
décoller. Et c'est parti. C'est tout doux le décollage. Je vais prendre un petit peu d'altitude. On va aller découvrir la Loire, puisque c'est un peu pour ça que tu es venu nous voir. On voit vraiment bien Saumur. Donc là, on est à peu près à 300 mètres d'altitude. Une visibilité à 20-25 km. L'hiver, eh ben, on a toutes ces îles qui apparaissent au gré de la montée et de la descente du niveau de la Loire. Voilà, toutes les caves troglodytes qui apparaissent dans le Tuffeau. Et je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire qu'on voit vraiment que de l'air. C'est une maison qui est construite dans une ancienne cave troglodyte qui s'est effondrée. Regarde, on l'aperçoit là, dans le trou à droite. T'as vu ça? Ça va vraiment où on veut. C'est un peu la petite mobilette de l'air, quoi. Il faut une quinzaine de séances pour vraiment être autonome et pilote. Les plus beaux instants, c'est un petit peu avant le coucher de soleil. Vraiment, au fil des saisons, on a des couleurs très très différentes avec le jeu des bancs de sable qui apparaissent et qui disparaissent dans la Loire. Et notre balade va se terminer dans le soleil couchant. Ça clôture un petit peu ce joli vol. À vol d'oiseau ou en paramoteur, on rejoint Savenières, sur la rive droite du fleuve. Tessa Laroche veille sur 12 hectares de vignes transmises depuis plus de 30 ans, d'une femme à l'autre. Et comment ça a commencé cette histoire dans la famille alors? Eh bien, en fait, mon papa travaillait à Angers, il avait envie de vivre à la campagne. Ils ont trouvé une maison à Savenières, à La Roche-aux-Moines. C'est comme ça qu'on a démarré. Et puis maman, ça a toujours été son rêve de venir ici. Et donc, voilà, on est arrivé en 81 ici. On dit que le vin à Savenières est un vin féminin. D'où ça vient? Autrefois, sur Savenières, ce n'était que des femmes. Parce que, vous voyez, ce sont des grandes bâtisses, des grandes propriétés. Donc les femmes travaillaient sur le domaine, surveillaient les vignobles, pendant que leurs maris avaient un autre métier pour justement entretenir tous ces bâtiments. Voilà. Et donc il y avait 6 femmes à la tête des vignobles. Maintenant on n'est plus que 2 sur La Roche-aux-Moines. Ça crée des choses un peu particulières, le fait qu'effectivement ce soit des femmes qui veillent, qui produisent le vin que les hommes aiment boire aussi. Hein. Oui, parce qu'on n'a rien contre eux, hein. Mais au contraire. Vous partagez. Ah oui, il faut bien faire ça. C'est vrai qu'on a une approche un petit peu différente. Ça fait des vins plus fins, avec plus de finesse. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, moi je le crois. C'est tout nous, ça, non? Ah, tout à fait. Finesse, élégance. Ah, c'est tout à fait moi. Depuis 2011, La Roche-aux-Moines bénéficie d'une AOC. J'imagine que c'est une belle récompense. Ah oui, on est 8 vignerons, il y a 22 hectares de plantés et on a un propre cahier des charges qui est très sélectif. Et c'est ça qui fait notre renommée et notre force. La lune a son importance aussi pour la dégustation, il paraît. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas un bon jour. Ah bon, on s'en fiche, hein. On boira quand même. Oh bah, il y a intérêt. Ça réchauffe en même temps le tailleur. Ici, on n'a que des barriques neuves. Donc c'est là, elles sont de 2013 et dedans, c'est la récolte 2013. Ah, qui sera mis en bouteille quand alors? En mars 2015, pas avant. Du vin blanc principalement dans ces barriques? 100%. 100%, d'accord. Et donc là, on va goûter donc, la parcelle Les Ruettes, donc ce qui est à l'extérieur où on était tout à l'heure. D'accord. Donc là, on voit que le vin est clair, complètement limpide. Donc le vin est fini de fermenter. Là, vous avez vendangé rapidement, vous voulez dire? Oui, et on fait tout à la main. J'aime bien, voilà, évidemment. Bon, et même s'il est en barrique et qu'il ne soit pas en bouteille, on a le droit de trinquer et de dire oui.
Merci de nous avoir ouvert les portes de La Roche-aux-Moines, par exemple. Ah ben oui, oui, vous avez le droit. Ah bah, et ben voilà, c'est fait. Allez. Vous seriez capable de le dater? Bah, regardez pas, hein, je cache. Ça c'est 1880, 90. Ça pouvait servir de tidresse pour les... Pour les thé. Voilà, exactement.